Bonjour Philippe Vigier. Bonjour. Vous êtes député d'Eure-et-Loir et vous êtes le coprésident de Liberté et Territoire. Vous êtes un centriste, pour dire les choses simplement. Vous avez d'ailleurs dirigé pendant un moment l'UDI. Jean-Christophe Lagarde, l'actuel patron de l'UDI, qui va conduire une liste aux européennes, pour l'instant est crédité de 1% dans les sondages. Hervé Morin, un autre centriste, qui lui préside Centriste, l'ex-Nouveau Centre, il est président de la région Normandie, et lui dit qu'il va probablement soutenir une liste Les Républicains. Et vous faites quoi? Moi, je suis centriste dans la famille politique autour d'Hervé Morin. Donc, je ne suis pas de ceux qui étaient favorables à l'idée de soutenir les Républicains parce que, en fait, je suis très déçu dans cette histoire-là. Jamais le monde n'a été aussi ouvert. Jamais on aurait dû avoir une Europe aussi forte. Jamais le message de la France ne sera tant dilué pour les centristes dans ce combat européen. Voilà. Nous sommes éclatés, vous l'avez rappelé. Christophe Lagarde est crédité d'un score très faible, 1%. Alors que quand on sait comment Valéry Giscard d'Estaing, Simone Veil, on a été capable de peser sur le débat européen, on sait la place de l'Europe indispensable. Tous ceux qui nous disent qu'on peut avoir une France forte sans une Europe forte se trompent. Une Europe qui nous protège. Là-dessus, c'est un sujet sur lequel, à la fois Emmanuel Macron et puis les messages des Républicains peuvent se retrouver, mais sur une Europe industrielle, une Europe stratégique, une Europe de l'innovation, où sommes-nous? Une Europe même de la transition écologique. Concrètement, c'est-à-dire le bulletin de vote, vous allez faire quoi? Vous allez conduire une liste? Probablement pas, je n'entends pas ça dans votre voix. C'est dommage, il aurait fallu soutenir Jean-Christophe Lagarde, adopter la démarche d'Hervé Morin, vous me dites non? Ou est-ce que vous allez faire? Écoutez, on attend d'avoir les programmes, on va les comparer, on n'a pas encore tout. Et puis moi, je choisirai ma voie de cette Europe qui sera capable d'apporter plus d'emplois, plus de souplesse. Vous voyez, l'Europe, ça devrait être comme une entreprise, de la liberté, mais il y a de l'humain. Il y a des hommes et des femmes qui ont été tant malmenés ces dernières années par l'Europe. Donc dans quelques jours, je dirai exactement ce que je fais. Est-ce qu'on peut déjà éclairer nos téléspectateurs sur le choix qui sera le vôtre? Pas les Républicains, c'est ça? Je ne suis pas favorable, non. Pas favorable. Parce que... pas du tout contre M. Bellamy, qui a fait plutôt une bonne entrée dans le monde politique, mais on sait que les Républicains n'ont jamais eu, comme nous, chevillé au corps, qui a été à la racine de mon engagement politique, cette volonté d'avoir une Europe des peuples aussi qui fonctionne, mais une Europe qui pèse sur l'échiquier mondial. Moi, je ne peux pas voir qu'il y a des entreprises qui se cassent la figure, de voir que les GAFA ont les taxes, mais que les autres font n'importe quoi, sans que je sois capable d'être avec ceux qui portent vraiment un avis très fort. Et puis l'Europe des territoires. Moi, vous savez, je m'occupe d'un groupe qui s'appelle Liberté et Territoire. Au pluriel. On va en parler. Mais donc, pas les Républicains. Peut-être Jean-Christophe Lagarde. Non, pas Jean-Christophe Lagarde, qui a dilué. Mais Emmanuel Macron non, certainement pas, parce qu'il y a pour moi, dans l'aide d'Emmanuel Macron, un certain nombre d'engagements forts, mais il y a pour moi, dans l'aide d'Emmanuel Macron, des faiblesses fortes. J'en citais deux. Pourquoi l'Europe ne marche pas? Parce qu'il faut la règle de l'unanimité des membres pour qu'une décision puisse être prise. Pour une partie des décisions. Pour une grande partie des décisions, au moins toutes les décisions stratégiques. Et deuxièmement, quand on nous parle d'environnement, il nous dit on va faire une banque de l'environnement. Vous croyez que la réponse à la transition écologique, c'est une banque de l'environnement? Certainement pas. Donc, au final, parce que je suis plutôt quelqu'un qui suit les consignes de ma famille politique, je suis opposé à ce choix que les Républicains n'ont pas une fois de plus contre les hommes, parce que c'est la faiblesse du message européen. Je verrai, au final, ça sera un choix... je serai obligé d'aller voter, bien sûr. Ce sera peut-être, si les Républicains nous écoutent, j'irai peut-être mettre mon bulletin, mais ce n'est pas quelque chose qui m'enchante, tant s'en faut. Bon, ce sera plutôt à reculons. Ce sera par défaut. Par défaut. Jean-Pierre Raffarin dit après les élections, il faudra rassembler le centre droit. Est-ce que vous voyez un avenir du centre avec l'ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, qui, lui, va soutenir Emmanuel Macron? Écoutez, tout est éclaté. Le paysage politique va-t-il se reconstituer après les européennes? Nous verrons. Vous vous souvenez peut-être, ici même, j'avais expliqué il y a 15 mois qu'il fallait faire la confédération des centres. Cette dilution, cet éclatement, cette fragilisation fait que notre message n'est pas entendu et il n'est pas incarné. Il faut trouver un leader. Mais ce ne sera pas Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, je pense que ce n'est pas lui faire injure. Il a été Premier ministre, c'est une voix qui compte, mais ce n'est pas celui qui, demain, peut incarner un espoir. Ce sera Édouard Philippe? Non plus, on sait qu'il vient des Républicains. Puis d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'après la politique, ça serait terminé. Maintenant, il dit qu'il ne veut plus faire de politique après son mandat. Et puis, la vie politique avec l'arrivée d'Emmanuel Macron nous a montré quoi? C'est qu'en 12 mois, on pouvait s'imposer sur la scène. Donc, nous verrons. Alors avant cela, il aura la sortie du grand débat. L'atmosphère est en train de changer autour de ce grand débat. Il y a une semaine, on entendait dire c'est une grande réussite. Et aujourd'hui, on s'interroge plus sur les manières, les voies et moyens de sortir de ce grand débat et de sortir politiquement. Comment est-ce qu'on doit sortir du grand débat? Ce grand débat était plutôt une très bonne idée. Le président s'est bien rétabli.
Et il est plutôt réussi. Moi, j'ai animé 4 grands débats chez moi, j'en ai animé encore un ce soir. Mais après, c'est la sortie. J'ai d'ailleurs dit au président de la République, lorsque je l'ai rencontré pour le groupe à l'Assemblée, attention, parce que si jamais la réponse n'est pas à la hauteur, la vague sera haute. Il faut des mesures immédiates de pouvoir d'achat pour nos retraités, pour les travailleurs pauvres, pour ceux qui n'ont pas la chance de bénéficier de rémunérations importantes. Deuxièmement, il y a cette phrase, vous vous en souvenez certainement, il faut abolir les privilèges. Moi, j'entends ça partout. Des anciens présidents de la République, leur statut, des anciens premiers ministres. Démagogie ou bonne idée? Un peu de démagogie, mais des gens qui un peu de démagogie, mais des gens aussi avec les réseaux sociaux, avec Internet, qui voient tout. Et il y a des choses qui sont plus acceptables. Par exemple. Certains cumulent emploi-retraite. Quand on voit le défenseur des droits qui donne des leçons tous les matins à la télévision et qui cumule une retraite très confortable avec une rémunération non moins confortable. Jacques Toubon. Jacques Toubon, pour ne pas le citer. Ça, ce sont des choses que les gens ne veulent plus entendre. Et puis, une meilleure reconnaissance du vote blanc. Ils veulent aussi être plus associés aux décisions. Nous avons fait des propositions avec le groupe à l'Assemblée pour que ces fameux référendums initiatifs partagés puissent être plus accessibles aux citoyens. Donc, et puis, modification du fonctionnement de la démocratie. De la démocratie. Et puis, il y a un autre sujet. Il faut que l'on redonne une perspective dans ce pays. Un nouveau contrat social. Nos retraites demain, c'est quoi? Pas la réforme envisagée par Emmanuel Macron, qui vous dira, partez pas plus tard, mais je vous mets une décote, donc vous aurez moins de retraite. Ça, c'est pas acceptable. Ouais. Il faut en matière environnementale, non pas je vais vous prendre l'argent, puis j'en mets pas beaucoup pour la transition écologique, il faut un contrat gagnant-gagnant. Il faut aussi, en matière économique, plus libérer cette économie, plus faire en sorte que toute cette innovation, cette créativité française, eh bien, on l'accompagne alors qu'on lui met des freins. Et puis, enfin, la technostructure. Je mène un combat central. L'administration. L'administration centrale. Tous ceux qui, à Paris, sont toujours plus puissants et donnent des instructions au département, alors que la croissance... C'est une faiblesse des politiques, tout simplement, non? Non, ils prennent le pouvoir sans arrêt. Les Parisiens des ministères aiment bien tout récupérer, tout voir, tout centraliser, tout complexifier. Mais quand vous complexifiez, vous tuez l'initiative. Laurent Wauquiez, ce matin dans le Figaro, dit priorité absolue à la baisse des impôts pour tous, et donc à la baisse des dépenses qui doit l'accompagner. Vous partagez ce point de vue? Oui, moi, c'est ce que je défends depuis longtemps avec mon ami Charles de Courson, où je pense que nous sommes toujours les pourfendeurs en expliquant partout où il y a des économies, faisons-les. Par exemple, une vague de décentralisation, il y a des doublons partout. Donnons des compétences aux collectivités, recentrons l'État sur ses missions régaliennes. Cassons toutes ces agences qui se montent les unes après les autres. Voyons, on vient de créer une agence de cohésion des territoires. C'est plutôt un bon début. J'avais proposé que beaucoup d'agences de l'État soient fondues dans une seule, de manière à ce qu'on soit plus efficace pour apporter des réponses et plus économes. Et plus économes, naturellement. À propos d'économie, ou en tout cas de moyens de trouver de l'argent, le gouvernement veut en ce moment, avec la loi Pacte, privatiser un certain nombre d'entreprises, et ça coince sur Aéroport de Paris, sur ADP. Vous votez ou vous ne votez pas la privatisation d'ADP? Je ne suis pas favorable à cette privatisation telle qu'elle est prévue. Pourquoi ? Premièrement, c'est une machine à cash, pardonnez-moi, quand vous avez une belle entreprise qui vous rapporte 400 millions d'euros, avec 6,8% de croissance en 2018. Avec c'est à ce moment-là qu'il faut vendre une entreprise. Quand elle va mal, il ne faut pas la vendre, elle ne vaut rien. Oui, c'est une mauvaise affaire. Soit c'est une mauvaise affaire de la vendre pour l'avenir, soit c'est une mauvaise affaire pour l'instant quand elle ne va pas bien. A contrario, les perspectives du trafic aérien sont telles que vous êtes sûr de gagner beaucoup d'argent. Deuxièmement, à la limite, si Bruno Le Maire nous disait le prix de vente d'ADP et des autres privatisations, je réinjecte tout pour l'innovation. Ah là, je dirais banco. Lorsqu'on nous dit qu'il faut préparer, d'ailleurs il a utilisé ce mot-là, on vend les bijoux de famille pour établir les nouveaux joyaux de la couronne. Ouais. Mais quel joyau de la couronne? Vous croyez que c'est en mettant 300 millions d'euros sur une table, chaque année, c'est la France met 300 millions d'euros pour soutenir l'innovation, que demain, il y aura de nouveaux joyaux de la couronne? Certainement pas. Forcément chaud pour la privatisation. Je ne suis pas chaud. Deuxièmement, c'est une frontière, un aéroport. Mais c'est la police, la douane, la gendarmerie qui contrôle tout ça, ça ne changera pas. Non, il n'y a pas que ça. Vous savez qu'il y a eu quelques expériences malheureuses, même chez ADP, l'aéroport de Paris à l'heure actuelle. Toulouse, il fallait libéraliser. J'ai voté. Moi aussi, je tire les conséquences des inconséquences. Nice a été plutôt un succès. Voilà. Et Lyon ne se passe pas trop mal. Donc en fait, est-ce que les conditions sont sécurisées? Je ne le pense pas. En revanche, il y a des entreprises Renault, on me dirait qu'on se sépare de la participation de l'État, ça ne me gênerait pas. Même Air France, ça ne me gênerait pas. Qui n'est pas une entreprise stratégique, alors qu'ADP est une entreprise stratégique. Un mot rapide sur la loi anti-casseurs. Vous aviez voté des dispositions, vous avez, avec le Sénat, joué un jeu qui met en quelque sorte, je résume, la majorité dans une sorte de corner. Vous avez signé un recours au Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron fait le sien. C'est devenu un imbroglio total. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que le Conseil constitutionnel peut avoir une vision juridique des choses? Un certain nombre de gens disent que le Conseil constitutionnel jugera en politique. Quel est votre point de vue? Non, je fais confiance au Conseil constitutionnel, je lui ai toujours fait confiance.
D'ailleurs, il y a même un de ses membres qui a dit qu'il allait se déporter, François Pillet, dans cette loi, puisqu'il était ancien sénateur du département du Cher, qui était très engagé sur le thème. De quoi s'agit-il? Oui, il faut de la sécurité. Oui, il faut donner les moyens aux forces de police et de gendarmerie. Oui, il faut lutter contre les casseurs. Oui, mais il faut protéger les libertés individuelles qui sont menacées dans leurs articles 2, 3 et 6. Et je vois que le président, avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence politique, comme par hasard, pour éviter un camouflet, il ne lui a pas échappé que 50 de ses députés n'avaient pas voté le texte, a décidé de saisir le Conseil constitutionnel. Et donc ça vous approuve? J'approuve. Et nous avons préparé le recours à 4 groupes parlementaires, 82 députés, des centristes aussi. Et nous verrons le résultat des courses. Merci Philippe Vigier. Merci.